C'est une puissance montante sur le continent. La Turquie est de retour en Afrique sous l'ère de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc continue de soigner les relations. Il a entamé une tournée africaine lundi. Première escale à Alger où il a été reçu en personne par Abdelaziz Bouteflika. À retenir la signature de 7 accords de partenariat et de coopération, notamment dans le domaine des hydrocarbures et de l'agriculture. Le président turc est aussi attendu en Mauritanie, au Sénégal puis au Mali. L'occasion de replonger dans l'histoire avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors les liens Turquie-Afrique, ça remonte au XVIe siècle, à l'époque de l'Empire ottoman. Et justement Slimane, quelle a été la première porte d'entrée en Afrique de cet empire ? Mais ça a été l'Algérie, parce qu'à l'époque, au XVIe siècle, comme vous le disiez, le littoral algérien était occupé par des marchands espagnols armés et donc qui dominaient un peu le commerce du pays. Alors, excédés, les Algériens de l'époque ont lancé un appel au secours à l'Empire ottoman qui leur a envoyé les frères Barberousse. Frères Barberousse, ce sont des Grecs de l'île de Lesbos, fraîchement convertis à l'islam, qui débarquent au Maghreb, qui boutent hors le Maghreb toutes les forteresses espagnoles et arriment le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, ensuite la Libye, l'Égypte était déjà, à l'Empire ottoman. Et ils vont rester, donc ils vont s'installer, ils vont construire la Casbah d'Alger, qui est un monument urbain, une grande trace ottomane, et vont développer, reprendre et revivifier le commerce avec l'Afrique profonde, la poudre d'or. Et finalement, qu'est-ce qui motive l'Empire ottoman à vouloir s'étendre dans les contrées africaines ? D'abord parce qu'il y a l'islam, il y a la protection de l'islam. C'est un empire musulman qui est en guerre mondiale à l'époque contre l'empire, le Saint-Empire germanique de Charles Quint. Les deux grands géants de l'époque, c'est-à-dire l'équivalent de l'Union soviétique et des USA plus tard, c'est l'empire catholique germanique espagnol et l'Empire ottoman. L'un est à Istanbul et l'autre est en Espagne. Et pourquoi le Maghreb est devenu un territoire stratégique pour l'Empire ottoman ? Parce que l'Empire ottoman, comme tous les grands empires, devait contrôler les routes commerciales, aussi bien maritimes, le golfe Persique, la mer Rouge, la Méditerranée, l'entrée dans la mer Noire, la sortie vers l'Atlantique et aussi les routes caravanières vers l'Afrique. Et puis il y a eu un basculement après la Première Guerre mondiale. La Turquie tourne le dos au continent. Comment on explique ce revirement ? Alors, ce revirement, d'abord, ce domaine africain de l'Empire ottoman qui allait de la frontière marocaine jusqu'à la Corne de l'Afrique. Petite information sur les traces qu'a laissé l'Empire ottoman. La frontière entre l'Algérie et le Maroc est la plus ancienne frontière historique d'Afrique entre deux États. Elle remonte donc au XVIe siècle. Donc le domaine ottoman a commencé à s'effriter quand les Français ont pris Alger en 1830 et le dernier morceau qu'ils ont perdu d'Afrique, c'est la Libye en 1912, qui était d'ailleurs défendue par Atatürk, le futur fondateur de la République turque. Mais une fois que la Turquie avec la République s'est détachée de l'islam en abandonnant l'alphabet arabe, le calendrier islamique, elle a voulu s'arrimer au monde européen. Et en entrant dans l'OTAN, elle a pris position pro-française. Par exemple, pendant la guerre d'Algérie, la Turquie a voté et soutenu la politique française contre l'indépendance algérienne jusqu'au bout. Ce qui a conduit Erdogan, qui est aujourd'hui à Alger, il y a quelques années, de présenter des excuses publiques pour réhabiliter cet héritage ottoman qui est un peu le dada de sa politique étrangère. Partout où l'Empire ottoman a mis un pied, Erdogan revient avec des entreprises, des produits turcs pour s'installer, et même une base militaire comme il l'a inaugurée l'année dernière en Somalie, qui est la première base militaire étrangère construite hors du territoire turc. Et justement, ce retour en force de la Turquie, on le doit à Recep Tayyip Erdogan. Comment a-t-il réussi à insuffler un nouveau souffle sur le continent, selon vous ? D'abord, il y a plusieurs contraintes qui sont intervenues. D'abord, la volonté de s'étendre sur toutes les terres, disons, fertiles à l'influence turque, puisque l'Empire ottoman y était. C'est l'Afrique ex-ottomane, c'est comme pour la France, l'Afrique francophone, si vous voulez. Il y a une familiarité, il y a une parenté historique, et donc ils pensent que ce sont des terres plus malléables et plus perméables à l'influence turque, ce qui se vérifie dans l'expérience. Il y a ça. Il y a le souci de développer et d'exporter les productions turques, mais aussi la jeune
technologie turque dans la construction des aéroports, les chemins de fer, les bateaux, les services. Par exemple, la compagnie turque, Turkish Airlines, qui était quasiment inexistante il y a 10 ans en Afrique. Maintenant, elle dessert 33 pays et pas moins de 51 villes, autrement dit plus que Air Algérie ou Égypte Air. Et on en parlait tout à l'heure, quel est le rôle de la religion aujourd'hui dans ces relations entretenues avec le continent? Alors, les Turcs avaient utilisé comme soft power, comme disent les Américains, c'est-à-dire comme influence culturelle douce, les écoles Nourdiou de son adversaire Fethullah Gülen. Il les a encouragées, donc elles ont essaimé dans la région subsaharienne, mais aussi, disons, du Mali, du Sénégal jusqu'au Soudan. Et elles étaient encouragées parce que c'était un peu les fourriers. Elle mettait les jalons. Donc, elle faisait aimer la Turquie. Il y avait des rudiments de turc. Et il diffusait l'islam. L'islam turc, qui est un islam de l'école dite hanafite, qui est probablement, certainement même le plus modéré, le plus ouvert. Simplement, quand ce théologien qui est réfugié aux États-Unis s'est retourné contre lui, la Turquie s'affaire maintenant à fermer ces écoles ou à leur substituer un autre cursus et un autre programme. Donc, vous avez raison de me poser cette question très importante. Il y a aussi une dimension culturelle et on peut dire même anti-intégriste de retour en Afrique, à la suite des investissements, comme je l'ai dit, les assurances, la téléphonie mobile, chemin de fer, construction d'autoroutes, d'hôpitaux et formation militaire, comme cela se fait en Somalie, où 200 experts turcs forment des soldats somaliens. Et finalement, l'ambition du président turc est-elle plus économique ou plus diplomatique? Les deux. Les deux, puisque l'un va vers l'autre. Je veux dire, ça ne sert à rien d'avoir une économie très développée si on ne l'exporte pas. Ça ne sert à rien d'avoir un savoir-faire si on ne le vend pas et en même temps, ça participe de l'influence géopolitique. À l'ONU, si un jour la Turquie a des problèmes, eh bien, elle sera très contente d'avoir investi dans des pays qui seront plus enclins à voter en sa faveur. Donc, en fait, la Turquie, qui est un des 5 empires qui ont dirigé l'Afrique. L'Empire espagnol, l'Empire portugais, l'Empire français, l'Empire britannique, l'Empire italien. Et il y a eu l'Empire ottoman. Tous ces empires, du français à l'italien et britannique, sont présents. Eh bien, il était temps, selon les Turcs, que les Turcs reviennent en Afrique, puisque c'est l'empire qui a duré le plus longtemps, pas moins de 4 siècles. Est-ce qu'il est toujours visible cet héritage de l'Empire ottoman en Afrique? Alors, dans le Maghreb et dans la Corne de l'Afrique, oui, les villes, les vieilles villes du Maghreb, Oran, Alger, Constantine, Tunis, Le Caire, Alexandrie, Khartoum. Et évidemment, il y a une empreinte ottomane énorme. Moins qu'en Syrie ou en Palestine ou même à Chypre. Mais c'est quand même très présent. C'est très présent dans le dialecte, dans la cuisine. La cuisine des grandes villes algériennes, tunisiennes, c'est de la cuisine ottomane. Merci beaucoup, Slimane, pour votre éclairage.